En manchette aujourd'hui, hausse des cas de violence conjugale et le décès d'un cycliste confirmé à Rouyn-Noranda. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour ce TVA Nouvelles. Les cas de signalement chez SOS Violence conjugale ont augmenté de façon alarmante dans la province. Alors que des maisons d'hébergement ne sont plus en mesure de répondre aux demandes, les ressources en Abitibi-Témiscamingue, elles, gardent le cap à ce niveau, mais elles craignent tout de même, à long terme, d'être surchargées. Ici, dans la région, il y a 5 maisons d'hébergement pour les femmes aux prises avec cette situation. D'ailleurs, les femmes victimes de violences conjugales peuvent utiliser les services de SOS Violence conjugale. Le lien est affiché au bas de l'écran. C'est pas surprenant parce que ça se fait sentir dans nos ressources aussi. Il y a une forte hausse de demande partout au Québec. Évidemment, il y a beaucoup plus de sensibilisation qui se fait. Il y a eu des campagnes de sensibilisation sur le contrôle coercitif, sur la violence conjugale et ça fait en sorte que les femmes se reconnaissent, qu'on a des appels aussi de leurs proches, qu'on a des appels de partenaires également qui travaillent de près ou de loin là, auprès des victimes de violences conjugales. Et ensuite, on revient sur cette collision impliquant un cycliste à Rouyn-Noranda vendredi dernier. On a appris ce matin que l'homme dans la trentaine a succombé à ses blessures. Il reposait entre la vie et la mort dans un centre hospitalier. Rappelons qu'une conductrice de 22 ans a été arrêtée dans cette affaire alors que les policiers soupçonnent qu'elle conduisait en état d'ébriété. Elle a été relâchée en attendant de possibles accusations. Et le bureau du coroner confirme qu'une investigation est en cours concernant l'accident et que des recommandations seront transmises par Martine Lachance. Et ensuite, un homme de 28 ans, Jean-François Plante, a été arrêté hier à Sainte-Terre pour possession de pornographie juvénile. Les enquêteurs de Lebel-sur-Quévillon ont réalisé une perquisition de matériel informatique à son domicile de la 2e rue. Le suspect a comparu par voie téléphonique et demeure détenu en attendant la suite des procédures judiciaires. Et la Sûreté du Québec a finalement retrouvé un individu qui était détenu à l'hôpital de Malartic et qui s'était évadé hier. Il s'agit de Tyson Emerick Tchatchaï, 22 ans, de Lac-Simon. Et avant de quitter ses fonctions à la tête d'Hydro-Québec, Michael Sabia est de passage à Amos aujourd'hui. Le président-directeur général participe à la conférence annuelle du secrétariat aux alliances économiques Nation-CRI Abitibi-Témiscamingue. Il prend part à un panel de discussion sur le rôle d'Hydro-Québec dans le développement de relations avec les communautés autochtones, la réconciliation économique et la vision de l'avenir énergétique seront abordées. Et comme on le disait plus tôt, M. Sabia a annoncé hier qu'il quittera ses fonctions à la tête de la Société d'État dans moins de 3 semaines, soit le 4 juillet prochain. Et sur un autre sujet, Malartic ajoute un nouveau centre sportif à son centre-ville et poursuit ses efforts de revitalisation. C'est le seul centre public du genre en ville, ce qui vient combler un manque important pour la population. Les installations sont donc disponibles pour toute la communauté et sont pensées pour être à la fois spécialisées et accessibles. Le nouvel espace est situé sur la rue Royale et vise vraiment à encourager l'activité physique dans un cadre inclusif et motivant. Et on poursuit dans le dossier de la fonderie Horn. Après l'abandon du projet de modernisation Aéris, le gouvernement ne prévoit pas d'ajustement en faveur de Glencore. Certains doutent que l'entreprise respecte ses cibles d'émissions. Un reportage d'Alexis Dumont. La décision de la fonderie Horn de renoncer au projet de modernisation d'Aéris crée une onde de choc ici dans la région. J'ai été surpris. Les gens de la fonderie m'ont informé de la situation lundi, justement. Et en toute franchise, je ne m'attendais pas à ça. Nos attentes vont être très, très, très élevées parce que la population, ce qu'elle souhaite, c'est l'atteinte des cibles le plus rapidement possible. C'est la santé de nos gens. Alors, le dossier va être suivi de très près. C'est fâchant qu'ils aient attendu autant pour bouger. Comme là, ils ont bougé ils ont réduit à 45 grâce à des filtres à peu près, puis des dômes. Ils sont toujours à... Il faut pousser, pousser, pousser. Alors, c'est toujours la même histoire. Des retards dans les objectifs pourraient être à prévoir. On voit un retard d'environ 18 mois
sur l'atteinte de la prochaine cible du 15 nanogrammes par mètre cube. Nos gens, actuellement, sont quand même mobilisés pour regarder qu'est-ce qui peut être fait pour mitiger. Mais pour être transparent avec vous, actuellement, oui, on voit un écart de 18 mois. Plusieurs, dont la porte-parole du comité d'accès rejets toxiques, se disent frustrés des retards prévus par la fonderie dans son objectif d'atteindre 15 nanogrammes par mètre cube et espèrent que le gouvernement ne reculera pas sur sa décision. J'ai l'impression que c'est le jour de la marmotte. On est en train d'encore une fois repousser les échéanciers ou en tout cas tenter de les repousser. C'est que ça, c'est vraiment pas acceptable. Déjà que c'était pas très satisfaisant ce qui avait été accepté par le gouvernement. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue l'affirme, pas question pour Québec de reculer sur son objectif. On demande à ce que l'autorisation soit respectée telle qu'elle est, c'est-à-dire dans le respect des normes des atteintes de l'objectif de 15 nanogrammes pour 2028 et dans le délai. Donc, il n'est pas question de revenir sur l'autorisation. Elle a été signée en bonne et due forme en 2023, donc on maintient l'autorisation telle qu'elle est. En réaction, le cabinet du ministre de l'Environnement mentionne que l'objectif du 15 nanogrammes par mètre cube demeure et qu'un plan d'atteinte de la norme du 3 nanogrammes par mètre cube est attendu pour 2027. Alexis Dumont, RNC Nouvelles. Et alors que de plus en plus de familles se tournent vers les organismes communautaires pour répondre à leurs besoins, une nouvelle campagne de sensibilisation destinée à la population pour faire reconnaître le rôle crucial de ces ressources voit le jour. Élise Tessier nous en dit plus. L'an dernier, 15 % des familles québécoises ont utilisé les organismes communautaires familles, les OCF, qui offrent des services essentiels. C'est vraiment un pilier important là, pour notre communauté. Puis en fait, je crois qu'il faut mettre ça de l'avant. Il ne faut pas oublier le communautaire. C'est bien le réseau, mais le communautaire est très important aussi. C'est vraiment important. Chaque famille devrait venir bénéficier de la maison de la famille. Il y a beaucoup d'ateliers aussi pour les enfants plus jeunes, pour la stimulation au niveau du langage, la motricité. Fait que, dans le fond, ça aide beaucoup les familles dans tout plein de domaines, là. L'objectif principal de la campagne de la Fédération québécoise des organismes communautaires familles est de faire connaître le rôle essentiel des OCF et obtenir un financement adéquat et récurrent. Oui, bien, tu sais, c'est sûr que ça fait longtemps qu'on dit que les maisons de la famille sont importantes puis qu'on a besoin d'avoir plus de financement. Fait que c'est sûr que nous, avoir la FQOCF en arrière de nous pour essayer de faire valoir qu'est-ce que ça apporte aux familles, ça nous touche beaucoup parce que ça fait longtemps que c'est une réalité ici de manquer de financement pour subvenir aux besoins de toutes les familles. Face à l'augmentation du coût de la vie et aux inégalités sociales, les organismes deviennent de plus en plus sollicités. Pour offrir les services tels qu'ils sont demandés, là, pour vraiment répondre aux besoins, on aurait besoin d'avoir quasiment le double des employés ici. On a quand même une équipe qui a beaucoup été bonifiée, qui a agrandi. Chaque personne ne chôme pas, je vous le confirme. À Val-d'Or, le nombre de familles a doublé en l'espace de 4 ans. Depuis les 4 dernières années, on a noté une augmentation de 200 % des familles membres à la Maison de la famille. Fait que dans le fond, si on recule il y a 4 ans, il y avait comme 221 familles membres. Puis aujourd'hui, on est rendu à 485 familles membres, là. Et ça fait en sorte qu'il faut offrir plus de services, plus d'activités. On aurait besoin de plus de personnel aussi pour pouvoir répondre à tous ces besoins-là. Puis malheureusement, bien, les sous sont pas tout à fait au rendez-vous. Donc, c'est difficile d'engager des nouvelles personnes, là. La Maison de la famille de Val-d'Or prévoit accueillir encore davantage de familles nécessitant ces services l'année prochaine. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, y a-t-il suffisamment de bornes de recharge pour les véhicules électriques dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et le duo Vice-Roi est en spectacle en région en fin de semaine. Guillaume Lessard et Jayana Auger viennent vous présenter leur tout nouvel album intitulé « Lendemain de conquête » qui est sorti la semaine dernière. Ce sont 2 artistes originaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils sont au courant alternatif d'Amos ce soir à 20h, puis au QG de Rouyn-Noranda demain dès 19h. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. L'Institut de beauté Belle et Zen a ouvert ses portes au centre-ville d'Amos. La jeune propriétaire, Alessune Lacasse, et son équipe de professionnels
propose des soins spécialisés tels que la madérothérapie, la massothérapie, des soins du visage et des pieds, la pose d'ongles et du tatouage. Près de 200 000 $ ont été investis, 6 emplois ont été créés et d'autres services diversifieront leurs offres. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. 2 personnalités de la région ont été mises à l'honneur par la Fédération de natation du Québec pour le mois de juin. D'abord, Yazid Achour, qui est coordonnateur régional du sport étudiant. Il organise des compétitions, accompagne les athlètes dans des événements provinciaux et soutient les OBNL dans leurs projets sportifs. Tout ça en plus d'être responsable du sport-études à Val-d'Or. Et il y a aussi Gabrielle Dubuc, nageuse du club Minabishi de la Sarre. Dans une ville sans programme sport-études, Gabrielle s'entraîne depuis plusieurs années, 16 heures par semaine, tout en maintenant ses études. Et en plus récemment, elle s'est hissée à 3 reprises en finale du championnat provincial de l'Université Laval. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. C'est pas chaud aujourd'hui. En Abitibi, c'est des nuages avec 40 % de probabilité d'averse, maximum de 11 degrés Celsius. Et c'est généralement nuageux aussi au Témiscamingue, 30 % de probabilité d'averse. Des températures autour de 13 degrés Celsius et le ciel va demeurer couvert pour ce soir et cette nuit. Encore des probabilités d'averse et des nappes de brouillard qui vont se former au cours de la nuit. Ça va être vraiment frisquet ce soir et cette nuit, minimum de 0 avec du gel par endroit en Abitibi et de +3 au Témiscamingue. Donc merci d'avoir été avec nous. On sera là ce soir pour le TVA à 18h. Passez une belle journée.